Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel, chapitre 4. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous de 2018. Et comme à chacune de nos émissions, nous avons le grand privilège d'accueillir des invités avec lesquels nous allons tout simplement réfléchir sur les grands sujets, les grands enjeux du moment. Comme vous le savez, l'année 2017 s'est singularisée par la persistance des crises dans le monde. Je pense notamment aux conflits armés, mais aussi à des processus démocratiques souvent très chaotiques. Et ça tombe bien parce que nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui deux éminentes personnalités qui vont donc partager le fruit de leur réflexion. Je reçois le général Guy Buschenschmidt, qui est l'ancien commandant en chef de Eurocorps. C'est un homme d'expérience avec qui nous allons nous interroger sur les raisons qui, en réalité, font que certaines crises persistent, et nous pourrons aussi jeter un regard rétrospectif sur la construction de la défense européenne. Sur le même plateau, nous avons le grand privilège d'accueillir Madame Vadana Keo. Elle est la présidente du Comité France, du Comité for Justice for Cambodia. Elle est en pointe dans le combat pour promouvoir la démocratie, l'état de droit et la liberté dans son pays d'origine, le Cambodge. Avec elle, nous allons évoquer bien évidemment la perspective des élections qui s'annoncent dans ce pays. Les élections sont fixées pour le 29 juillet 2018. Sans transition, je me tourne vers vous, général Guy Buschenschmidt. J'ai eu l'occasion donc de vous présenter. Alors, près de 42 ans de carrière militaire, ça ne s'invente pas. Vous avez occupé le poste de commandant général de l'Eurocorps. On rappelle pour nos téléspectateurs que l'Eurocorps est une structure opérationnelle de commandement permanent qui a été fondée en 1992 par la France et l'Allemagne. Elle est capable de se déployer en opération dans des délais rapides, et vous avez eu l'occasion, en tout cas, de pouvoir commander cette structure qui, déjà en 2012, avait l'occasion de pouvoir assurer une mission. C'était en Afghanistan. Alors, on se pose beaucoup de questions, bien évidemment, sur, le fonctionnement de cette structure, dans laquelle des pays comme la Belgique, l'Espagne, mais également le Luxembourg, ainsi que la Grèce, la Pologne et la Turquie sont membres. Alors, d'un mot, mon général, que retenez-vous de vos 2 années à la tête d'Eurocorps ? D'abord, merci Henri pour cette invitation et pour le privilège qui m'est donné d'intervenir à côté de Madame ce soir. C'est un privilège très rare et je tenais à t'en remercier personnellement. Très brièvement, l'Eurocorps, c'est une structure tout à fait hors du commun. C'est parmi le club, si je puis dire, des quartiers généraux de corps d'armée. Corps d'armée, c'est une structure militaire qui peut engerber, comme disent nos amis français, 60 000 hommes en opération. C'est parmi le club des quartiers généraux de corps d'armée affiliés à l'OTAN, probablement, non certainement même, le quartier général de corps d'armée le plus opérationnel, le plus expérimenté, le mieux doté en personnel, en budget et en expérience. Et donc j'en ai retiré personnellement pendant 2 ans, d'abord un plaisir extraordinaire de commander 1 millier de personnes dont la plupart sont des officiers supérieurs brevetés d'état-major des grandes écoles européennes. C'était une expérience de leadership d'abord et de management tout à fait extraordinaire, et ça reste une pierre blanche dans ma carrière. Il y a 2 entités, je pense sous votre contrôle. Donc il y a un état-major qui compte environ 400 militaires et une brigade multinationale d'appui au commandement composée d'environ 650 hommes. C'est bien cela ? Je vois que tu es très très bien renseigné. On est bien obligé. Non, c'est remarquable. Effectivement, donc il y a un quartier général composé de penseurs au sens large, donc essentiellement des officiers d'état-major qui sont là pour organiser les exercices, préparer les opérations et les conduire. Et puis il y a une structure d'environ 600 hommes et femmes militaires et civils, qui est là en appui du quartier général et qui fournit tout ce qui permet à un quartier général de fonctionner au jour le jour, au mieux de ses performances. D'accord. Alors on aura l'occasion d'y revenir bien évidemment lorsque nous évoquerons de manière concrète et précise certains théâtres d'opération. Je me tourne vers vous, Vadana Keo. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes donc la présidente du Comité France de Justice for Cambodia, qui est une organisation dont vous allez nous expliquer les objectifs.
Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation, Henri, d'être auprès de Monsieur le Général. Je suis très enchantée de participer à cette interview. Le comité Justice for Cambodia est un comité qui est organisé au niveau international. Donc, on a un comité monde avec un président monde, Monsieur Dharan Kravan, un comité Europe avec comme président Madame Singh-Raksa. Le comité agit pour défendre justement, pour aider le peuple khmer contre toutes les violations, toutes les corruptions, les accaparements de terres, la violence et bien d'autres. Donc nous avons déjà beaucoup agi depuis 2016 par rapport donc à toutes ces actions. Alors, en dépit du fait que le régime actuel est quand même assez dur, vous vous projetez résolument dans la non-violence. En tout cas, votre lutte s'inscrit dans ce schéma-là. Tout à fait. Le principe, c'est bien une révolution pacifique pour une résolution. Donc, une action qui est pacifique, donc non violente. Actuellement, vous avez vu, peut-être comme moi, la démocratie est en danger dans le monde. Et notamment, on constate une décadence importante dans la zone de l'Asie, la zone économique de l'Asie du Sud-Est. Et on peut soulever par exemple la situation de la Thaïlande. La Thaïlande a connu pendant 500 ans une stabilité et depuis 2013, elle a subi des crises. Alors, ça tombe bien parce que nous avons sur le plateau un général qui lui aussi a été le témoin de certaines crises, mais on va rester quand même au Cambodge. Alors, je précise que vous êtes quand même issu d'une famille de politiciens. Ça ne s'invente pas. C'est peut-être, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite, comme on dit régulièrement. Vous avez un grand-oncle qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de votre pays. D'un mot, d'abord, qui est-il et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je suis la petite nièce de Monsieur Khieu Sagne-U. Monsieur Khieu Sagne-U est un ancien ministre intérieur donc du Cambodge avant le régime de Pol Pot, je précise. Donc, bien entendu. En 72, sous le régime de Lon Nol. Alors, vous avez donc exercé en France, parce que vous vivez là depuis maintenant quelques années, donc pendant 15 ans comme juriste notarial. Vous multipliez les casquettes, tant dans le monde, je dirais, associatif que politique. Je rappelle que politiquement parlant, vous êtes engagé au sein de La République En Marche, donc vous êtes l'animatrice du comité de la ville de Saclay. Oui. C'est bien ça? Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Alors, je situe juste Saclay. Saclay, c'est à côté de Versailles. Exactement. C'est très bien. C'est là où il y a HEC. Et le domaine royal aussi, oui. Ceci dit. Alors, au plan politique, la situation, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est considérablement dégradé au Cambodge où la répression est féroce contre l'opposition et le principal parti d'opposition, le CNRP, a été dissous en date du 16 novembre 2017 alors que les prochaines élections générales sont prévues pour le 29 juillet 2018. Il s'agit là malheureusement d'une énième décision arbitraire venant d'un régime, on va dire, totalitaire, n'ayons pas peur des mots. Alors, quelles sont les conséquences pratiques d'une telle dissolution ? Alors, la conséquence principale, c'est que nous ne sommes plus dans un système de multipartistes. C'est-à-dire qu'on a seulement un seul parti lors des prochaines élections de 2018. Mais pourtant, la Cour suprême a laissé entendre que les partis pouvaient se constituer avant cette échéance. C'est gentil, mais est-ce qu'on va avoir du temps pour constituer ? C'est ça le problème. Donc, c'est une manœuvre selon vous ? Il y a bien selon moi, il y a bien une manipulation. Mais le CNRP dispose de pas mal de sièges au Parlement. Oui, ils ont 55 sièges. Mais comment peut-on techniquement dissoudre un parti qui a des élus dans une assemblée ? Alors, ils ont 55 sièges, sauf qu'aujourd'hui, il ne reste à peine 4 députés qui sont au Cambodge. Ils ont fait défection ou bien ils sont en exil. D'accord. Donc, comme on le voit, ce n'est pas évident. Je rappelle par ailleurs que vous êtes très active au niveau des institutions européennes. Vous connaissez bien Bruxelles et il se trouve que en date du 14 décembre 2017, suite donc à vos nombreuses
interventions, une résolution en urgence a pu être adoptée, s'articulant autour de 3 axes. On va peut-être les rappeler. Demande de liberté politique et droits fondamentaux, ce qui concerne bien évidemment la vie des partis, des mesures provisoires et de suspension temporaire. Là, nous parlons évidemment du gel des avoirs et des restrictions de visa. Et enfin, un appel à la négociation, révision de l'accord de paix. Votre commentaire à ce sujet? Alors, j'ai fait appel aux instances internationales et notamment la plus grande instance internationale des droits humains, qui est l'Europe, le Parlement européen. Je vis en France, donc je ne peux qu'agir de l'extérieur. Bien sûr. Donc il est évident que pour moi, le plus proche, l'instance internationale la plus proche, c'est bien l'Europe. Donc c'est pour ça que je suis venue en Europe pour pouvoir obtenir des résultats pour aider le peuple khmer. Le Parlement européen a effectué pendant l'année 2017 presque 3 résolutions. Donc la dernière... Sur votre pays, hein? 3. Exactement. Ok. Donc la dernière, le 14 décembre 2017, comme vous l'avez évoqué. Cette résolution est marquante parce qu'elle est allée au-delà des prérogatives requises par le Parlement européen. Vous vous y attendiez ou pas? Oui. Ça a été une surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise, parce que j'ai bien suivi le travail. Okay. Donc j'ai bien suivi le travail, j'avais contact avec un des initiateurs du Parlement européen, enfin par rapport au travail de la résolution. Donc j'ai suivi et je suis allée moi-même voir le comité, l'ensemble du parti d'opposition avant que la résolution sorte, pour leur demander ce qu'ils souhaitaient éventuellement, quelle serait la solution la plus favorable pour le parti. Donc en l'occurrence, j'ai vraiment apprécié que le Parlement européen a suivi le souhait du parti d'opposition. Donc on a pu obtenir une arme qui est importante, qui est le gel des avoirs couplé avec les restrictions de visa. D'accord. Alors, on va rester évidemment au niveau des institutions européennes, puisque le lieutenant-général Guy Buschenschmidt a été le commandant général de l'Eurocorps. Avant que nous n'évoquions certains conflits de manière, je dirais, spécifique, j'allais vous poser la question suivante. Mon général, vous avez, il y a de cela quelques années, dans une interview, déclaré qu'il fallait éviter de se profiler uniquement dans la sphère otanienne. C'est-à-dire que, au fond, le parapluie de l'OTAN ne devait pas être, je dirais, la fin en soi, mais qu'il fallait plutôt développer une capacité européenne de défense. Est-ce que vous avez le sentiment que le débat a évolué dans ce sens ou pas? D'abord, c'est une conviction personnelle. Lorsque je mets en avant mon souci que l'Europe retrouve une certaine indépendance en termes de défense, je pense qu'il faut s'affranchir du parapluie de l'OTAN. L'OTAN est une organisation politique essentiellement, ou aussi militaire, mais qui est clairement mais qui est clairement, je dirais, monitorée par les Américains. C'est une mauvaise chose selon vous ou pas? Mais c'est quelque chose qui met en péril l'indépendance européenne en matière de sécurité et de défense, parce que nous dépendons toujours du parapluie américain en matière de défense. Or, les Américains se tournent de plus en plus vers d'autres théâtres d'opération, se détournent de plus en plus de l'Europe, se tournent de plus en plus vers les zones Asie, Pacifique, etc. Et donc, il est temps que l'Europe se prenne en main et qu'on remette à l'honneur l'idée d'une défense européenne. Je ne crois pas personnellement à une armée européenne. On peut revenir sur le sujet plus tard. Parce qu'il faut faire la distinction, parce que je rappelle quand même que dans son article 42, alinéa 2, le traité de Lisbonne prévoit que la politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Ah, mais ça, c'est une bonne chose, effectivement. Mais il y a souvent un conflit, ou une confusion en tout cas, entre armée européenne et défense européenne. Alors, pour ceux qui nous suivent, quelle est la différence? Alors, la différence, c'est que une armée européenne suppose que l'on aurait une standardisation poussée des matériels, entre autres. Au niveau des procédures, c'est pas un problème. Nous avons tous des procédures identiques qui sont soit dérivées des procédures
typiquement européenne ou typiquement otanienne. Ça, c'est pas un problème. Tous les militaires de l'Union européenne sont capables de s'entendre, tous parlent l'anglais dans les grands états-majors, mais là où le bas blesse, c'est au niveau des matériels. N'imaginez pas que les Italiens achètent des véhicules autres que Iveco, n'imaginez pas que les Français fassent voler leurs pilotes sur des avions autres que les Rafales, n'imaginez pas que les Belges utilisent des armes autres que celles de la FN de Herstal. Donc cette standardisation, c'est une illusion. On n'a pas besoin d'une armée européenne, on a besoin d'une défense européenne. Mais ça suppose néanmoins qu'il faille mutualiser certains efforts. D'autant plus que les pays européens n'arrivent pas à loger à la même enseigne. Vous avez deux pays qui ont l'arme nucléaire et qui ont fait de la dissuasion, je dirais, leur pierre angulaire, le Royaume-Uni et la France. Ouais. Est-ce que ces deux pays-là se satisferaient volontiers, selon vous, d'une telle formule, sachant par ailleurs que les Britanniques sont les plus atlantistes, je dirais, au niveau européen? Oui, le Brexit va entre autres accentuer ce divorce, je dirais, des Britanniques par rapport à la défense européenne, encore que finalement, ils resteront partenaires de la défense européenne, quoi qu'on en dise. Mais donc, l'idée d'une armée européenne c'est une fausse bonne idée, pour reprendre l'expression de mon prédécesseur à l'Eurocorps. Il faut par contre une défense européenne. Le problème, et je vous fais la version courte, c'est que les 27 pays, donc j'ai déjà décompté les Britanniques, les 27 pays de l'Union européenne, n'ont pas tous les mêmes perceptions en matière de menaces et en matière d'intérêts vitaux. Ne demandez pas aux Lituaniens d'avoir sur les questions du Maghreb la même vision que l'Italie. Ne demandez pas aux Espagnols d'avoir sur l'Est et sur la Russie la même vision que les pays baltes. Donc on a tous nos intérêts particuliers qui ne sont pas nécessairement convergents, et c'est ce qui fait qu'une défense européenne, c'est complexe. De la même manière que... Je vous en prie. Alors, une défense européenne, ça voudrait dire que vous souhaitez intervenir en amont des crises. Ah oui, absolument. Mais ça, c'est indépendamment de manière préventive, alors. De manière préventive. Indépendamment d'une défense européenne, c'est un principe général, il faut agir en amont des crises. Donc, il faut une stratégie qui permettent d'anticiper les crises éventuellement et de les prévenir. Alors comment définit-on une crise ? Comment on peut dire à ce stade c'est une crise ? Alors c'est très complexe de définir une crise. Une crise, c'est avant tout un turnover, c'est un changement dans un paradigme. C'est quelque chose qui, sur la scène internationale, va changer la façon dont les gens perçoivent leur propre sécurité, leurs propres intérêts. On peut concevoir différents types de crises. Une crise, c'est un tipping point. C'est un moment où les choses cessent d'être ce qu'elles étaient et on évolue vers une nouvelle façon d'être, d'exister ou de survivre même. Alors précisément, parler de perception, ça tombe bien, il se trouve qu'au Cambodge, la perception de la démocratie n'est pas tout à fait pareille qu'en Europe. Vous avez mené un intense lobbying au niveau des institutions européennes qui ont fini par payer, puisque 3 résolutions ont été adoptées en 2017. Alors, mais je vous pose vraiment la question, je fais appel à votre intime conviction. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Madame Akeo, que l'Europe a suffisamment fait pour s'impliquer de manière déterminante dans le problème cambodgien? Alors, déjà, il faut savoir qu'une résolution, par définition, n'a pas de force de loi. Mais elle n'est pas contraignante, en fait. Elle n'est pas contraignante. D'accord. Alors, à quoi ça sert alors de les adopter si elles ne sont pas contraignantes? C'est une direction. C'est une direction qu'elle apporte aux différents pays membres. Et après, il faut passer, donc, faut aller au-delà des autres instances pour demander la mise en application. Donc, on est encore au bout on a pris juste un petit bout de chemin. Donc c'est la première étape en fait. On a poussé une porte. D'accord. Donc il reste encore une deuxième porte. Donc il reste par exemple la Commission européenne qui est en mesure de faire appliquer ces résolutions. Alors parlons de sanctions par exemple. Est-ce que les responsables politiques actuels au Cambodge qui très clairement font des entraves au processus, est-ce que ces personnes ont déjà été visées par des sanctions européennes? Non. Alors, à quoi attribuez-vous ce manquement? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des intérêts convergents vis-à-vis du Cambodge, ou est-ce qu'au contraire, l'Union européenne n'est pas suffisamment, je dirais, unie ou sur la même longueur d'onde
pour agir. Vous pouvez intervenir également, mon général. Donc vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais dans le groupe de En Marche. Tout à fait. Et évidemment, notre président Emmanuel Macron force à ce que l'Union européenne soit unie et soit forte. Et je pense que si on le demande, si on réclame, c'est que justement il y a aujourd'hui un réel manquement. Donc, c'est pour ça qu'il ne suffit pas juste d'une simple résolution, il faut aller au-delà d'une résolution pour que on puisse avoir vraiment des conséquences sur les divers dirigeants qui commettent qui violent les droits fondamentaux. En général. Là, la question des sanctions est très complexe parce que prenez par exemple la Russie ou la RDC. Donc le Congo. Prenez les 27 pays de l'Union européenne. Ils n'ont pas tous les mêmes relations avec, d'une part, la Russie, d'autre part, la RDC. Donc des sanctions prises au niveau européen vont peut-être satisfaire certains des pays de l'Union européenne et peut-être mettre à mal les relations privilégiées qu'un pays européen aura avec la RDC, je prends le cas de la Belgique par exemple, ou la Russie. Donc il est très difficile d'obtenir un consensus parmi 27 pays de l'Union européenne quant à des sanctions appliquées à tel ou tel pays. Ça veut dire qu'il y a deux logiques qui s'affrontent en réalité. Il y a une logique bilatérale, celle qui concerne les liens privilégiés d'un État vis-à-vis de celui qui est visé, et puis la dimension, je dirais, multilatérale, où là, par le biais d'une résolution ou d'une déclaration, l'Union affiche ses principes. Oui, j'irai même plus loin. Et pour être extrêmement bref, au sein d'un même pays, prenons la Belgique par exemple, vis-à-vis de la RDC, en fonction des gouvernements successifs qui sont aux manettes en Belgique, vous avez des alternances. Donc prenez dans le passé, je prends un exemple rapide, à l'époque du ministre de la Défense Flao, nous avions, je dirais, une politique extrêmement progressiste et volontariste vis-à-vis de la RDC, en termes de partenariat militaire. Ce n'est plus le cas également, pour différentes raisons qu'il ne m'appartient pas de juger. Mais donc, au sein d'un même pays, on peut avoir, avec l'alternance de gouvernement, des différences fondamentales d'approche en termes de relations vis-à-vis d'un pays étranger. Alors, je voudrais revenir sur un aspect que j'ai évoqué. Je reviens donc à la résolution qui a été adoptée le 14 décembre 2017. Le troisième point fait appel à la négociation révision de l'accord de paix. Alors, quels sont les points sur lesquels vous aimeriez qu'il y ait précisément révision négociation? Alors, l'accord de paix a été voté le 23 octobre 1991. C'est avant tout pour régler la politique globale du conflit au Cambodge. Or, aujourd'hui, on constate, après quelques années, qu'il n'y a pas eu le conflit n'est pas réglé. Par faute de volonté politique, selon vous, ou bien il y a des intérêts divergents à ce sujet? Je pense depuis des années, on est dans une sorte de simulacre de démocratie par le gouvernement cambodgien. Comment vous expliquez alors ces pudeurs de gazelle qu'affiche la communauté internationale par rapport à ce conflit qui perdure quand même, hein? On dépasse les 40 ans là largement, et sans qu'il y ait réellement de réels progrès. Le problème, c'est qu'on a un conflit qui diverge avec les conflits, avec les relations économiques, et c'est bien ça le problème. C'est que parfois on a tendance à privilégier la paix économique à la place de la paix humaine. C'est cela. Il faut d'abord privilégier la paix humaine pour avoir une paix économique. On ne peut pas avoir une stabilité économique à long terme si la démocratie n'y est pas et de façon forte. Mais certains pourraient objecter le fait que si vous créez un environnement favorable économique, vous créez les conditions d'une croissance qui soit suffisamment redistributive que pour placer le pays, je dirais, dans la modernité. Est-ce que finalement ce n'est pas un choix, je dirais, politique et sociétal que de privilégier en fait la dimension économique finalement au détriment, je dirais,
de la politique, ou en tout cas d'une plus grande inclusion à ce niveau-là. Alors, vous pensez qu'on a fait non, c'est qu'une question en fait. Le gouvernement fait le choix de privilégier la politique économique à la place de. Parce que sinon, il ne se mettrait pas à entraver le travail des partis politiques et ne musellerait pas la presse et empêcherait les gens de s'exprimer. Peut-être, c'est vraiment une question que je me pose, que certains qui nous suivent se posent. Le gouvernement actuel n'a strictement pas peur des résolutions du Parlement européen ou des États-Unis, parce que derrière eux, il y a des forces économiques, donc notamment la Chine, le Japon, la Corée et autres. Ok, on voit très bien donc que c'est très compliqué et qu'il faut bien évidemment développer d'autres outils. Alors, on le sait, les civils sont les premières victimes des conflits armés dans le monde. Exécutions, tortures, déplacements forcés de population, leurs protections sont mises à mal parce qu'elles sont effectivement violées. Pourtant, eh bien, les gouvernements et les autres parties au conflit, comme les groupes armés, ont, en vertu du droit international humanitaire, l'obligation de protéger les civils. Je me tourne vers vous, mon général. On le voit, hein, quelle que soit l'intensité des conflits, on a évidemment des théâtres d'opération qui, durant l'année 2017, par exemple, ont émaillé l'actualité. Ça va de la République centrafricaine à la Syrie, du Yémen à l'Irak, en passant par le Mali, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Quel est, en quelques mots, le tableau que vous brossez aujourd'hui, en 2018, de ces différentes crises, et quelle est, selon vous, la perspective pour que ces crises puissent se résoudre de manière pacifique? Vaste programme. D'abord, je dirais que je m'inscris en faux contre cette idée positive ou positiviste qui veut que le monde va mieux. C'est peut-être vrai si l'on regarde les statistiques au niveau mondial, mais si on regarde certaines régions, certaines zones ou certains domaines, comme par exemple l'évolution du climat, on peut se poser de solides questions sur le fait que la planète, au sens large, va mieux ou ne va pas mieux. Je constate simplement que nous sommes relativement aveugles et sourds par rapport à certains signaux. En Afrique notamment, la démographie est extrêmement galopante et va aboutir à court terme sur une surpopulation dans les zones urbaines. Donc il y a une urbanisation forcenée des pays africains. Il y a de plus en plus d'Africains qui vivent à moins de 10 km des côtes, qui seront donc des victimes potentielles en cas de changement climatique majeur. Et donc l'Europe doit s'attendre dans les décennies qui viennent maintenant à des mouvements de population extraordinaires qui dépassent l'imagination et qui vont impacter de facto notre qualité de vie ici en Europe. Et je ne pose là-dedans aucun jugement de valeur. Il y a non seulement des crises locales avec un fond terroriste ou non, ou un fond, je dirais, extrêmement régional. Je prends l'exemple du Yémen. C'est une crise locale, mais qui a malgré tout ses racines en Arabie Saoudite, les conflits entre chiites et sunnites. Oui. Mais si vous regardez un peu plus loin, il y a aussi l'émergence ou la réémergence de puissances comme la Russie, comme la Chine, la Corée du Nord éventuellement, et tout ça fait peser sur la planète au sens large et sur notre sécurité au sens large, fait peser une épée de Damoclès extrêmement pointue. Donc je suis personnellement très mesuré quant aux discours optimistes qui veulent que la planète, grosso modo, évolue dans le bon sens. Non, nous sommes loin maintenant d'un monde bipolaire comme on l'a connu il y a 30 ans. On avait clairement le bloc de l'Ouest et puis l'Union soviétique, où les frontières étaient connues, où chacun connaissait ses marques. On est maintenant rentré dans un monde multipolaire qui est beaucoup plus incertain, beaucoup plus instable, beaucoup plus volatile qu'il était il y a 30 ans. Et donc il faudra être très attentif à, je ne dirais pas préparer la guerre, ce n'est pas le but, au contraire, à conforter la paix. Et conforter la paix signifie qu'il faut une approche globale, pas seulement militaire, il faut une approche diplomatique, économique, militaire également, légale. Donc il faut agir dans tous les domaines
de la société civile et militaire en amont des crises, pour être certain que certaines crises n'évoluent pas tout à fait. trop rapidement. Alors, à ce sujet, ne vous aura pas échappé, mon général, qu'aujourd'hui, les guerres ont aujourd'hui une connotation un peu différente que dans le passé, puisque on parle désormais de guerre hybride et de guerre non conventionnelle. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Vadanakeo. Les conflits contraignent les civils, et ça c'est connu, à fuir les violences pour chercher asile et protection, bien souvent en traversant des frontières extrêmement dangereuses avec des perspectives de retour quasi inexistantes. Aujourd'hui, au sein de la classe politique cambodgienne, on a quand même un nombre assez important d'acteurs de premier plan qui, malheureusement, ne peuvent s'exprimer que de l'étranger. Quelles sont, au fond, les propositions que vous faites pour précisément faire en sorte que le climat politique puisse s'apaiser et que ces acteurs-là puissent avoir une chance non négligeable de pouvoir rentrer au pays? Alors, il faut souligner que avant le régime, avant le gouvernement actuel, on a vécu le génocide. Bien entendu. Et donc le pays s'est dessaisi de presque de 30% de la population. Pour la plupart, ce sont des intellectuels, et le reste de la population intellectuelle ont exilé. Tout à fait. Aujourd'hui, nous n'avons que des jeunes. Certes, un pays dynamique avec des jeunes, mais il manque... Je crois qu'il y a 31% de la population qui a moins de 15 ans. Ah oui, c'est énorme. C'est incroyable. C'est énorme. Ouais. Et donc, du coup, il faut tout réapprendre au Cambodge. Et c'est pour ça que il est difficile aujourd'hui de promouvoir des actions à l'intérieur. Parce que l'intelligence cambodgienne, elle se développe, elle apprend. Donc, vous constatez que la force d'attaque est extérieure. Par contre, on est là pour rassurer. On est là pour rassurer le peuple cambodgien, pour leur dire que nous sommes là pour vous soutenir. Vous avez le sentiment que votre discours volontariste atteigne. Voilà, est-ce qu'il est reçu? Alors, est-ce qu'il y a une opinion publique qui est réceptive à vos propos, à vos propositions? Il faut d'abord constater qu'il y a dans le monde aujourd'hui des manifestations partout. Alors que ce n'était pas, il y a l'année dernière par exemple, ce n'était pas le cas. Récemment, et avec les événements qui se sont produits, aujourd'hui, il y a des manifestations partout dans le monde, aux États-Unis, en Australie, au Canada. Enfin, vous avez vraiment les Cambodgiens. Enfin, les Cambodgiens et les Cambodgiennes se réveillent enfin, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, on avait peur. Parce que la guerre de Pol Pot était tout proche. Moi-même, je suis née sous le régime de Pol Pot. Donc ce n'est pas si vieux que ça. Donc beaucoup de personnes ont peur de parler, de communiquer sur le régime actuel. Mais en dépit du fait qu'il y a eu quand même pas mal de procès qui ont condamné certains des responsables. Mais le procès concerne les dirigeants de Pol Pot, mais pas le gouvernement actuel. Tout à fait, qui est là depuis 30 ans, faut bien le rappeler. Plus de 4 décennies. Oui, tout à fait. 32 ans, 32 ans. Avec le contrôle de tous les postes, de tous les secteurs. Absolument. Donc, militaires, médias, industrie, textile, tout ce que vous avez, et notamment tourisme. Mais le portrait que vous brossez de la situation cambodgienne est quasi apocalyptique. On a l'impression qu'il n'y a aucune issue. Il y a quand même bien un angle d'attaque, il y a bien un moyen, une perspective de pouvoir changer les choses de l'intérieur. Est-ce que c'est dans le domaine du possible, Vadanakeo?
Si nous sommes là, je pense qu'il y a un moyen de trouver une entente. On est là pour trouver une résolution de façon pacifique. Donc, je pense qu'il y a une solution et il faut aborder de façon stratégique. Pourquoi stratégique? Parce qu'il y a plein de choses qui sont en jeu. Il y a l'économie, il y a le côté international, il y a les forces armées, il y a plein de choses qui doivent... Moi, j'appuie totalement vos propos concernant la stratégie, parce que finalement, la stratégie, c'est synonyme de vision. De vision à moyen terme et à long terme. Et c'est vrai qu'un pays qui veut retrouver, je dirais, une ambiance démocratique, retourner vers la démocratie, doit avoir pour son avenir à moyen terme, à long terme, une vision. C'est un mot-clé, et la stratégie est un mot-clé, par opposition à la tactique qui n'est jamais que gérer au jour le jour des petits problèmes quotidiens. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait des manifestations un peu partout dans le monde. C'est exact, et on le voit, quasiment aucun pays n'est épargné. Est-ce que nous sommes là, et je pose la question à tous les deux, est-ce que nous sommes face à une sorte de prise de conscience universelle, à la fois sur des périls qui menacent les fondements de ces sociétés, ou est-ce qu'au contraire il s'agit simplement d'une poussée de fièvre qui serait motivée par un certain, je dirais, mimétisme? Je commence ou bien? Je vous laisse le Non, tout à l'heure, je vous disais que j'ai une vision assez pessimiste de la façon dont le monde évolue au sens large, en termes économiques, etc. Mais il y a dans ce domaine-là, je crois, une prise de conscience globale, mondiale. Je crois qu'il y a effectivement un élan démocratique, et cet élan démocratique, il est porté entre autres par les réseaux sociaux. L'information passe maintenant bien mieux qu'elle passait il y a 20 ou 30 ans, et il y a là un mouvement qui s'est amorcé maintenant et qui, indiscutablement, à terme, va aboutir à un renversement des idées courantes, qui va permettre à la démocratie au sens large d'évoluer, de progresser. Je suis de l'avis de Monsieur le Général. Donc aujourd'hui, vous avez une poussée de prise de conscience partout dans le monde, parce que premier point évoqué par Monsieur le Général, parce que la mentalité change et on veut un monde meilleur pour nos enfants. Deuxième point, c'est parce que aussi on veut aujourd'hui il y a la défense des droits fondamentaux, mais se rajoute à ça la défense de l'environnement. Tout à fait. Et par conséquent, il faut absolument déjà défendre le principe même des droits fondamentaux de l'humain avant de s'attaquer à l'environnement. Comment vous voulez qu'on attaque les deux points en même temps s'il y en a un qui n'est même pas figé, mais positionné de façon forte? Il faut avoir une démocratie pour qu'on puisse combattre ensemble les problèmes de l'environnement. C'est effectivement un défi majeur, et c'est la raison pour laquelle nous approchons petit à petit de la fin de cette première partie. Je vais laisser le soin à nos deux invités à tour de rôle de conclure. Votre mot de la fin, Madame Akeo? Je suis très contente d'être ici avec Monsieur le Général. Je suis vraiment très enchantée et puis les informations communiquées ont été très intéressantes, de savoir que l'armée européenne est avant tout pour être en amont, donc en défense, pour toute crise éventuelle, et que nous avons le même objectif qui est défendre la démocratie dans le monde. Absolument. Alors moi, je partage le plaisir que Madame a eu d'être à votre table, invitée par Henri. Merci encore beaucoup. Merci à vous, Madame. Et je tiens simplement à rappeler qu'il faut combattre une idée trop répandue, comme quoi les militaires sont des gens agressifs qui ne demandent qu'à faire la guerre. Ce n'est pas vrai. Les militaires sont avant tout des gens qui craignent la guerre parce qu'ils savent à quoi elle ressemble et qui sont donc payés pour préparer la paix. Moi, j'avais un collègue, c'est une formule que j'ai toujours retenue, qui me disait: nous, les militaires, nous sommes des gestionnaires de violence organisée. Et c'est exact. Donc, nous sommes dépositaires
d'une certaine violence qu'il faut exercer dans certains cas très précis, selon des règles très précises, des règles de droit. Mais avant tout, le dialogue, la diplomatie doivent intervenir pour éviter qu'on en arrive justement au même. Merci beaucoup en tout cas. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette première partie. Merci à nos deux invités, lieutenant général Guy Boussenschmidt. Je rappelle, vous étiez donc le commandant général de l'Eurocorps. Je remercie également Vadana Keo pour sa présence. Je rappelle, vous êtes la présidente du Comité France de Justice for Cambodia. Nous allons sans transition passer à cette deuxième partie. C'est tout simplement, la chronique de Malika Madi. Elle nous a manqué, elle est de retour. Je parle évidemment de Malika Madi pour cette première chronique de l'année. Malika, tu nous as manqué. Merci, en tout cas vous m'avez manqué aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter une femme remarquable, Christiane Akpo, qui est l'initiatrice d'un lieu merveilleux à Ixelles qui s'appelle l'espace Oshola. Et je voulais qu'elle vienne nous en parler parce que s'y passe des choses merveilleuses et qui mieux qu'elle évidemment peut nous en parler. Alors d'abord bonjour Christiane. Bonsoir Malika. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Alors ma première question évidemment c'est la signification de ce mot Oshola. Alors peux-tu nous en dire un peu plus? Tout à fait. Oshola veut dire merveille en langue Yoruba, une langue qui est parlée au Nigeria, mais aussi au Bénin. Ah ok, très bien, très bien. Et l'idée de ce mot t'est venue un matin en pleuvant, en te disant tiens voilà, c'est comme ça que je vais appeler mon espace ou... Pourquoi pas? Disons que j'ai regardé autour de moi simplement et vu les merveilles qui sont autour de moi, j'ai dit ah ben voilà, c'est merveille. Donc je pense que nous sommes toutes et tous une merveille de la création de la nature. Et donc voilà pourquoi on a pensé qu'il fallait vraiment avoir un nom adéquat par rapport au projet qui est porté. D'ailleurs, qui veut... Ouais, je laisse la suite. Oui, non, tout à fait. En plus, l'endroit est magnifique. Donc déjà, c'est une chose qu'il faut relever. Mais non seulement l'endroit, mais aussi ce que tu y présentes. Alors, d'abord, quel a été ton objectif lorsque tu as voulu créer cet espace? Quels ont été les artistes que tu as voulu mettre en avant ou les personnes que tu as voulu mettre en avant dans ce lieu? Écoutez, je suis belge, mais je suis aussi africaine. Voilà. Et je pense que ça ne sert à rien de reparler des zones négatives qui sont toujours avancées quand on parle de l'Afrique. Donc voilà pourquoi on a voulu dire, mais nous on s'inscrit dans un paradigme différent et on va faire tout ce qu'on peut pour mettre en avant le talent créatif, le talent, les merveilles qu'on a en Afrique. Des merveilles qui ne sont pas forcément que l'or et les diamants, le pétrole, mais plutôt cette flamme qui est en chacun des artistes d'ailleurs qu'on promeut chez Oshola, mais aussi cette capacité de rebondir et vraiment de créer des choses juste merveilleuses. Et donc voilà pourquoi Oshola, depuis un an, fait tout pour mettre en avant, pour envoyer ce message d'excellence des Africains, de leur création, de leur capacité, qui sont en Europe ou en Afrique. Nous allons promouvoir le Made by Africans, c'est important, avec un regard vraiment contemporain et surtout vivre ensemble. Oui. Une mixité. C'est important parce que l'Afrique est toujours un peu perçue comme lointaine alors qu'on est en Europe, mais on est purement et foncièrement africain. Et malheureusement, les gens n'ont pas la connaissance vraie, authentique de l'Afrique. Et je pense qu'il est temps que l'Africain lui-même, moi et ceux qui m'entourent, avec qui on porte le projet, envoie ce message qui nous ressemble. Exactement. Voilà, qu'on soit vraiment des sortes... Et tu disais tout à l'heure quelque chose de très intéressant, je te coupe parce que ça me vient à l'esprit. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, j'ai vraiment eu envie d'avoir un lieu où la qualité également soit représentée, parce que je ne veux pas que l'on n'y expose des choses qui sont négatives ou qui ne sont pas belles pour stigmatiser encore l'Afrique. Donc j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur la qualité des produits, ou en tout cas de la création africaine. Ça, c'était vraiment intéressant et je trouve que c'est un bel objectif aussi. Alors précisément, avant de vous permettre de répondre, Christiane Akpo, et en complément de ce que tu viens de dire, Malika, au fond,
quelle est la plus-value d'Oshola dans un paysage artistique et culturel qui est à la fois, je dirais, vaste et qui, le moins que l'on puisse dire, aujourd'hui bénéficie d'énormément d'apports de différentes cultures. Le positionnement particulier d'Oshola, en quoi est-il, je dirais, différent de ce qui existe déjà à l'heure actuelle? Tu m'as enlevé la question de la bouche. On va dire que Oshola met l'accent à talent égal sur les talents africains. Voilà, c'est plus simple, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas de la discrimination? Non, au contraire. Je pense que écoutez, soyons sincères. Un artiste africain qui puisse vraiment se faire connaître, vraiment se faire porté par le milieu artistique, puis vraiment qu'il est, on va dire, le bras long. Voilà. Alors nous, on s'est dit, à talent égal, tant qu'à faire, mettons en avant l'Africain. Ça paraît un peu sectaire, communautaire, mais je pense qu'il est temps vraiment que l'autre. Écoutez, ma fille est métissée, donc mon compagnon est allemand, donc c'est aucunement une démarche raciste. Au contraire, c'est plutôt pour dire, je veux que chaque personne qui participe au vivre ensemble ait sa place. Et une vraie place qui lui revient, une place de valeur. Et pour cela, il faut promouvoir, montrer ce qu'on a au sein d'Afrique. C'est très simple. Puis, je reviens aussi sur notre conversation. Tu avais vraiment envie aussi de mettre l'accent sur l'Afrique dans sa globalité, c'est-à-dire le nord de l'Afrique jusqu'au sud, en partant de l'est jusqu'à l'ouest. Donc ça englobe aussi l'Afrique du Nord. Tout à fait. Et donc c'est vraiment, je pense, une initiative qui vraiment est utile parce que ce n'est pas juste l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique africaine noire, comme on pourrait dire, mais c'est vraiment toute l'Afrique dans sa richesse, englobant le monde arabe également. C'est ça qui est intéressant aussi dans ces démarches. Ma question par rapport à ça, est-ce que tu envisages, puisque la Oshola est quand même une structure assez récente, est-ce que tu trouverais intéressant dans un avenir proche de collaborer avec différentes autres structures pour justement créer des ponts avec d'autres centres, d'autres lieux d'exposition où on pourrait faire rencontrer l'Europe et l'Afrique, ou l'Afrique et l'Amérique, etc., ou l'Afrique et l'Asie par exemple? Tu penses ça possible? Et c'est marrant parce que le slogan que nous avons, c'est Oshola, un pont vers l'Afrique. Un pont, on y va et on y revient. C'est vraiment pour créer cette interculturalité. Notre but, c'est vraiment créer cette meilleure visibilité de l'Afrique, cette meilleure vision, et que surtout qu'on puisse comprendre que même si nous sommes noirs, on se ressemble, nous sommes tous humains, et qu'on doit travailler ensemble, c'est important. Et la démarche, c'est vraiment pour redonner à l'Africain sa réelle identité, qui est malheureusement très méconnue. Oui. On passe le temps à communiquer sur tout ce qui ne va pas en Afrique. Écoutez, qu'on soit en Asie, en Europe ou ailleurs, les zones d'ombre, il y en a partout. L'histoire est ce qu'elle est. L'Afrique aussi a la sienne, on le sait. Mais que fait-on? Mais maintenant, nous agissons. Alors précisément, vous avez lâché le mot, vous avez parlé d'identité. On a quand même le sentiment aujourd'hui que dans les sociétés européennes, lorsqu'elles sont en crise, il y a une forme de repli identitaire, comme si, au fond, c'était le dernier refuge dans un monde de plus en plus injuste et exclusoire, passez-moi l'expression. Quelle est votre vision, en tout cas votre point de vue par rapport à ce phénomène? C'est évident que cette question s'adresse également à toi, Malika, puisque je sais que tu travailles sur ces questions-là. Que je la réponde et puis j'interviendrai aussi. Moi, je suis assez utopique. Voilà, je suis assez utopique. J'ai toujours mon âme d'enfant qui pense qu'on peut vivre ensemble, tous ensemble, à travers notre humanité, qui elle est foncièrement bonne et qui malheureusement au cours de la vie, elle s'effrite, elle se blesse, et que à travers ce rapport maintenant de retour vers soi, vers ses racines, et ben qu'on pourra puiser cette force qui nous rend tous égaux, simplement, mais cela passe je pense, par la réelle communication sur la réelle histoire de chacun. C'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait tous à travers Oshola. Et quel vecteur mieux que l'art, en tout cas, pour y arriver? Je pense que tu as tout dit, parce que l'art, c'est vraiment, je pense, un terrain à part qui exclut un peu l'origine, parce que souvent on dit, oh, c'est un artiste.
on oublie vite fait d'où il vient, de dire c'est un noir, c'est un blanc, ou peu importe, on dit c'est un artiste. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait, et en plus, parce que l'art est dans tout ce qu'on fait, il y a l'oralité, il y a l'art culinaire, donc l'art est vraiment dans tout ce que l'être humain fait. Voilà pourquoi nous, au Chola, nous voguons sur cette vague, ce pont artistique pour vraiment asseoir un message de qualité et d'excellence et de talent. Tout à fait. Et je te rejoins aussi parce que je pense, pour répondre quand même à ta question, que une connaissance aussi du paysage artistique des pays d'origine de chaque jeune issu de la diaspora ou de l'immigration, c'est aussi une part de sa construction personnelle. Donc c'est se réconcilier aussi avec une part de son identité. Et je pense que dans cet objectif-là, tout à l'heure tu disais Henri, est-ce que ce ne serait pas un peu exclure un peu exclusif comme démarche? Pas du tout, parce que justement il manque ce genre d'initiative, et qui mieux que nous pouvons à la limite pouvoir créer ce genre de choses pour pouvoir diffuser un peu mieux nos artistes, en parler et les faire se rencontrer aussi avec un public finalement qui est un public aussi occidental ou belge depuis 1830 comme j'aime à le dire. Donc c'est aussi, je pense, un lieu de rencontre et un lieu d'échange, et c'est ça qui est important dans ce lieu. Et tu disais aussi, je crois qu'il faut le relever, que ce n'est pas uniquement un espace d'artistes, mais c'est aussi un espace de dialogue où on peut venir lorsqu'on a une parole à prendre ou à livrer. Ça peut être aussi un endroit où on peut dialoguer, où on peut débattre. C'est bien ce que tu disais aussi, et ton objectif dans cet espace au Chola. À la base de la pensée au Chola, on s'est dit qu'il fallait maintenant donner la parole à tout produit qui émane du pensée africaine. Un produit artistique, un produit politique, un produit scientifique, tout produit, tout résultante de la pensée africaine sera mis en avant chez Oshola. On a eu chez Oshola des rencontres thématiques. Il n'y a pas longtemps, on a fait une rencontre autour de la femme, par exemple, qui n'est pas du tout artistique, mais c'est vraiment créer cette relation, tout à fait, parce que, qu'on ne veut ou pas, la femme est encore un public qui est marginalisé, qui est malheureusement mal jaugé et mal valorisé. Voilà pourquoi je l'ai dit, il est temps de laisser la femme parler, s'exprimer. Voilà. Donc voilà, encore une fois, un moment de rencontre où les gens viennent se découvrir, communiquer, créer des liens pour leur profession, réseauter. Voilà. Je trouve que pour l'instant, dans l'air du temps, on aime bien dire networking, c'est vraiment créer ce lien entre les générations, entre les cultures, un espace où quand on arrive, on oublie qu'on est en Europe, en Afrique, on est vraiment dans un endroit qui nous accueille, qui nous dit bienvenue chez vous, chez Oshola, parce que chaque humain est une merveille. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez également fait du Made by Africans, je dirais votre cheval de bataille, à un moment où dans les différentes sociétés européennes, on voit monter en puissance une forme de panafricanisme, notamment dans les populations plus jeunes. Quelle est votre perception de ce phénomène? Est-ce que les valeurs qu'Oshola essaye de véhiculer sont-elles compatibles avec cette montée en puissance du sentiment qu'il faut remettre l'Africain à l'agenda, à tout point de vue d'ailleurs, lui redonner une forme de fierté après, je dirais, un parcours qui n'a pas été sans difficulté? Écoutez, il serait de ma part très très faux de dire que cela me déplaît, n'est-ce pas? Au contraire, on en profite. Vu que maintenant c'est l'ère africain, que l'Africain est, on va dire, la vedette de l'énergie actuelle dans le monde entier, pourquoi ne pas en profiter? Voilà. Mais tant qu'on est africain, ça fait chic. Voilà. Ça fait chic, c'est intéressant. Malgré les polémiques qui sont aussi d'actualité, négativement parlant, l'Africain, pour moi, pour l'instant, est vraiment dans un air qui lui est favorable, et il faut en profiter. Alors, vous qui accueillez justement les créateurs au sein de l'espace Oshola, ceux qui, par exemple, n'ont pas de lieu pour pouvoir déposer le fruit de leur création, quel est l'accueil du public? Vous qui voyez les choses de manière, je dirais, objective, est-ce que le Made by Africans est vendeur? Ça plaît, et souvent les gens qui viennent chez Oshola, ils disent « Oh, c'est africain contemporain ». Voilà. Tout à l'heure, j'en parlais avec Malika, je dis que Oshola, c'est comme une plateforme, qui est une sorte de tamis, qui vraiment fait le tri des créateurs pour faire émerger cette qualité, cette excellence
qui nous rend fiers d'être africains, d'être certes créateurs, mais aussi africains, pour dire que voilà, on est africain, peu importe notre couleur de peau, on a un talent qui est là, qui est juste humain et qui est réel, et que voilà, on est prêt pour collaborer, pour faire une sorte de partenariat win-win. L'Africain n'est plus là pour tendre la main et faire le mode, pour dire que non, au contraire, j'ai ça comme potentiel à monnayer. On veut collaborer, on veut monnayer. Et pour l'instant, vraiment, le public est vraiment très répondeur. Il aime ça, et on voit qu'il y a une niche qui est là, qui demande d'être occupée. Et tant mieux, Chola répond à cela. Donc vous avez Henri, mais il y a des demandes évidemment qui émanent de différents artistes, créateurs. Quels sont quand même les critères, bon, bien sûr on a entendu depuis le début les principaux critères, mais lorsque les demandes se font de plus en plus pressantes, certainement qu'il y a d'autres sous-critères. Comment fais-tu pour choisir les artistes qui auront l'honneur de venir à Oshola? Je suis pas la seule. Voilà. Souvent on dit Oshola, on me voit moi, mais c'est pas juste pas la seule. Nous sommes une équipe, et donc l'équipe décide en concert de quel artiste sera mis à l'honneur. Voilà, parce que le talent il est partout. Maintenant tout est relatif pour définir la qualité du talent. Maintenant quand le tri est fait, donc quand émerge un peu 2 ou 3 artistes à talent plus ou moins égal, donc à regard égal, mais on décide de porter le choix sur l'un ou l'autre. Mais pour les critères de sélection intra-Oshola, ça je me garde de les définir, parce que c'est oui, bien sûr, évidemment notre privé. Tout à fait. Et donc voilà, je suis pas la seule. Oshola, je ne suis pas Oshola. Je suis juste une partie de Oshola. Il y a un site où on peut aller voir évidemment ce qui a déjà eu lieu, là, avec pas mal de belles photos, je pense. Oui, tout à fait, des rencontres qu'on a eues. Oui, Oshola. Oshola.be. Très bien, donc simplement. Alors Malika, je pense qu'il va être temps de conclure. On va peut-être on conclut. On va laisser peut-être le dernier mot à Christiane Akpo. Je vais lancer un appel simplement. Tu es créateur, tu penses qu'il est temps pour toi de briller, viens chez Oshola. Parce que je pense que là, c'est le moment pour toi de prouver, de te prouver à toi-même que tu es digne d'être ce que tu es, qui tu es, et que maintenant aussi l'univers entier, dans le monde entier, est prêt pour accueillir ton art. Donc, le mot est lancé, l'appel aussi est fait. Viens chez Oshola, viens chez toi, car c'est un espace qui a été mis en place pour vous, pour les artistes, mais aussi pour tout Africain qui a en lui un talent. Voilà. Une belle invitation. Je crois qu'il serait difficile d'y résister. Hein. Là, tu vas avoir énormément de demandes. Et demain, non, moi, je suis ravie évidemment d'avoir pu vous présenter Christiane. Je suis ravie de cette initiative. Encore une fois, tout ce qui peut aider à une meilleure connaissance de ce beau continent et des artistes qui en émanent est une très bonne chose. Donc, je pense que une telle initiative devrait être multipliée à Bruxelles et dans toute la Belgique. Merci Christiane. Voilà qui met un point final à cette émission Horizon Intellectuel, chapitre 4 déjà, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, et c'est pour moi donc un agréable plaisir de vous annoncer que nous nous retrouverons très bientôt dans quelques jours avec bien évidemment Malika Madi et d'autres invités. À très vite.